Par You Know Why. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. En cette journée de la santé mentale, nous avons décidé de vous partager les initiatives de ceux qui s'engagent pour la santé des jeunes. Premiers touchés par ce mal-être, on en parle dans la première partie de cette émission. Pauvre meuf, c'est le titre du récit de la comédienne Eleanor Cos qui raconte en bande dessinée un parcours soumis au regard des hommes. On en parle avec elle dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique Vue sur les réseaux, Adrien Fontenot nous emmène à Tanaland, un monde où les femmes sont reines, vous le verrez. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Adrien. Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal, Adrien, avec les violences commises par les enseignants dans le cadre scolaire. C'est ce que révèle nos confrères du Nouvel Obs dans une vaste enquête. Une enquête qui part d'un entretien avec Patrick Halal, ex-directeur du pôle affaires juridiques de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. L'ancien inspecteur dénonce des situations enquistées, le manque d'enquête administrative approfondie et plus régulière, mais aussi l'absence régulière de saisine du procureur. Des inspecteurs du premier ou second degré sont chargés de conduire une enquête sur un professeur placé sous leur autorité directe au mépris du principe d'impartialité. Des enquêtes concernant des affaires de violence psychologique ou sexuelle sont bouclées en 2 ou 3 jours, parfois sans rencontrer ni les familles ni les enfants, alors que cela nécessiterait d'y consacrer 6 à 8 semaines à minima. Souvent également, Patrick Halal et l'inspection générale ont pu être alertés sur des faits relativement graves de violence dans les établissements, sans qu'aucun dossier n'ait été monté, aucun élément matériel classé. Difficile à partir de là de parvenir à une sanction. Pour résoudre ces nombreux problèmes, Patrick Halal prône la tolérance zéro et des sanctions plus importantes face au silence. Un délit de non-signalement des faits de harcèlement commis par des élèves ou des adultes existe. Peut-être faudra-t-il en passer par là. On poursuit avec la journée mondiale de la santé mentale en ce 10 octobre, érigée en grande cause nationale par le Premier ministre Michel Barnier. Et les chiffres vont dans ce sens. Le Haut Commissariat au Plan a remis ce mercredi au gouvernement un rapport assez alarmant sur la santé mentale. Selon ces données, 1 personne sur 3 souffre d'un trouble psychique à un moment de sa vie. Environ 2 millions de Français sont pris en charge chaque année en psychiatrie et 25% de la population consomme des anxiolytiques, antidépresseurs et autres psychotropes. En 2021, les maladies et troubles mentaux constituaient le premier poste de dépenses de l'assurance maladie avec un coût de 25 milliards d'euros. L'épidémie de Covid-19 a accentué les besoins, en particulier chez les jeunes. Fil Santé Jeunes, justement, spécialisé dans la prise en charge des 12-25 ans, reçoit chaque année des dizaines de milliers d'appels et de messages d'ados en détresse, comme nous l'explique Élise, assistante sociale, au micro de Louise Salé. Là, je suis avec une jeune fille de 14 ans qui vient pour dire qu'elle va pas du tout, qu'elle est très angoissée, qu'elle a envie de se scarifier. Elle est à la vie scolaire de son collège, mais là, elle s'est déconnectée parce qu'elle doit partir. Ses parents sont arrivés à la vie scolaire. C'est un peu frustrant. Une oreille pour ces jeunes, mais surtout des intermédiaires qui peuvent les orienter vers des structures adaptées, si tant est que des places soient disponibles. C'est ce que déplore Marine, responsable justement du Fil Santé Jeunes. Tous les centres médico-psychologiques sont pleins. Il y a des listes d'attente de parfois 18 mois. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui ne trouvent pas de professionnels et forcément reviennent vers nous pour se soulager un petit peu. Voilà, et dernier chiffre inquiétant publié par Santé publique France dans son bulletin mensuel. En septembre, les passages aux urgences pour gestes suicidaires chez les enfants de 11 à 17 ans ont augmenté de 70% par rapport au mois d'août depuis 2021. Et le recueil de ces données, jamais ces dernières n'avaient été aussi hautes à l'occasion de la rentrée. Un rappel, Fil Santé Jeunes s'est ouvert du lundi au dimanche de 9h à 23h. Appel et services gratuits depuis un téléphone fixe ou mobile au 0800 235 236. Et ce sera l'objet aujourd'hui de notre émission, de la question du jour. Bonne nouvelle, allez, à Paris, pour les familles monoparentales, une carte va bientôt leur être attribuée pour simplifier leur démarche et surtout ouvrir de nouveaux droits. Oui, la mesure a été votée à l'unanimité au Conseil de Paris ce mercredi et devrait concerner près de 75 000 familles dans la capitale. Elle représente plus de 31% des foyers parisiens, alors que la moyenne nationale se situe autour de 24% selon l'INSEE.
Cette nouvelle carte permettra de prendre en compte les besoins spécifiques de ces familles et de leur faire gagner du pouvoir d'achat, de nouveaux droits aussi avec des réductions pour accéder à la culture, au sport ou encore aux loisirs. La mesure porte également sur la tarification des crèches, des cantines et des activités périscolaires. Actuellement, aucune différence n'est faite entre un parent seul et un parent d'une famille en couple. Le projet a été porté par la sénatrice socialiste Colombe Brossel qui a rappelé l'exposition plus importante des familles monoparentales à la précarité et à un cumul d'inégalités à la fois professionnelles et sociales. Aujourd'hui, 45% des enfants seuls avec leur mère vivent en dessous du seuil de pauvreté. Tout le contenu de cette nouvelle carte sera précisé au printemps 2025. Au chapitre international, les universités britanniques tirent la sonnette d'alarme. Derrière le Brexit entré en vigueur début 2020, il y a plein de conséquences pour le Royaume-Uni et parmi celles qu'on ne soupçonnait peut-être pas, l'importance des étudiants étrangers dans les universités britanniques. Qui dit sortie de l'UE pour le Royaume-Uni dit fin du programme d'échange d'étudiants européens, plus connu sous le nom d'Erasmus. Ce système qui permettait avant le Brexit à environ 15 000 Britanniques de partir étudier chaque année dans les universités du continent et inversement, quasi équivalent. Vivienne Stern, directrice générale d'Universities UK, ne s'y trompe pas. Nous regrettons vraiment d'avoir perdu un flux de très bons étudiants européens, mais il n'est pas dans notre intérêt que le gouvernement se retrouve pris dans un débat toxique sur l'immigration. Côté européen, on espère réinstaurer un système de mobilité pour que les jeunes citoyens de l'UE puissent à nouveau aller étudier ou travailler au Royaume-Uni. Alors une fois que ce constat est fait, Adrien, pourquoi les universités britanniques ont-elles tant besoin de ces étudiants étrangers ? Eh bien parce que leur modèle de financement repose essentiellement sur les frais acquittés par les étudiants. Depuis 2017, ceux payés par les Britanniques sont restés plafonnés à 9 250 livres par an, soit 11 000 euros. Mais la subtilité pour les étudiants étrangers, c'est qu'il n'existe aucune limite au montant que pourraient leur réclamer les universités britanniques. Quand on sait qu'en 2018-2019, près de 18 000 jeunes Européens étaient venus étudier au Royaume-Uni, je vous laisse faire le calcul, Virginie, ça représente un manque à gagner de plusieurs dizaines de millions d'euros quand même. Et on termine avec ce nouveau prix Nobel. Après les prix Nobel scientifiques qui ont été remis en médecine, physique et chimie, c'est la littérature qui était à l'honneur. Et c'est inédit pour la Corée du Sud avec l'écrivaine Han Kang qui décroche le premier Nobel de littérature de l'histoire de son pays. Connue en France pour son roman La végétarienne paru en 2007, la Sud-Coréenne se voit récompensée pour l'ensemble de sa carrière, pour sa prose poétique intense qui affronte les traumatismes historiques et expose la fragilité de la vie humaine, a expliqué le jury dans un communiqué. Merci beaucoup Adrien, merci pour ces infos. Augmentation de la prise de psychotropes chez les 12-25 ans, vous l'avez bien entendu, de psychotropes. Alerte qui se multiplie concernant la santé mentale des jeunes depuis la pandémie de Covid. Alors les nouvelles ne sont pas bonnes en ce qui concerne la psyché des enfants et des ados. Alors comment y remédier et surtout comment sensibiliser à ce nouveau mal du siècle? On en parle tout de suite avec nos invités. Et je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Chantal Jourdan, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée PS de l'Orne, merci d'être avec nous. Également Erika Sédou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice d'I Am Strong. On va en parler de ce qu'est I Am Strong. Et puis Maxime Thébault, bonjour. Bon. Ravi de vous avoir également par Skype. Vous êtes président des Jeunes démocrates Pays de la Loire. Alors, on va parler santé mentale des jeunes. On pourrait parler santé mentale de manière générale aujourd'hui parce que cela concerne tout le monde. Mais spécifiquement sur School TV, on va se focaliser sur les jeunes, médecins, psychiatres, éducateurs. Ils ont été nombreux à alerter sur la santé mentale des jeunes. On l'a fait plusieurs fois sur ce plateau également. Là, c'est l'assurance maladie, et c'est bien nouveau, qui a mis en exergue dans un rapport publié cet été l'augmentation de la prescription de psychotropes chez les 12-25 ans entre 2019 et 2023. Une évolution qu'elle, l'assurance maladie, juge préoccupante. On a beaucoup parlé de la période Covid comme déclencheur pour les jeunes. Est-ce que c'est encore pour vous la queue de comète de cette période, Chantal Jourdan, ou est-ce que c'est autre chose qui fait que les jeunes sont dans cet état-là ?
Alors, bon, la hausse de la médication, là, vous en parlez, effectivement, c'est très significatif par rapport au malaise, évidemment, que l'on a à traiter, et donc qui est fortement révélé chez les jeunes, très fortement révélé chez les jeunes. Alors, j'ai deux choses à dire par rapport à ça. Tout d'abord, oui, il y a vraiment des symptômes qu'on repère chez les jeunes qui sont de plus en plus importants, idées suicidaires, symptômes dépressifs, etc., enfin, qui doivent nous poser question. Et autre chose, vraiment, on alerte aussi sur la hausse de la prescription des médicaments parce qu'il y a d'autres façons de faire, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes. Oui, mais justement, on peut en parler quand même de ces psychotropes. Est-ce que vous avez... parce que c'est intéressant quand même d'avoir un regard dessus. Hein. On parle d'antidépresseurs, on parle d'anxiolytiques, d'antipsychotiques, d'hypnotiques, de stabilisateurs d'humeur. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien. On ne parle pas de plantes, même si ça a une efficacité très forte aussi, les plantes. Mais là, vraiment, cette hausse, on entend tout et n'importe quoi. Un petit mot dessus, Erika Seydoux. Vous parliez des raisons. Donc oui, il y a le Covid, parce qu'on sait que c'est une génération qui a été particulièrement impactée par le Covid, par cet isolement qu'ils ont subi. Mais ce n'est pas la seule raison. On peut aussi mentionner la hausse des écrans, l'utilisation des écrans, des réseaux sociaux, qui a un impact important sur la santé mentale des jeunes. Justement, le Covid, parce que la solitude, parce que l'isolement. Et même parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone. Le premier téléphone, c'est 10 ans aujourd'hui en France. Donc ça a forcément un impact et ça a énormément changé depuis notre enfance à nous. Il y a également la hausse de la pression scolaire. Et tout simplement, les jeunes sont le reflet de notre société. Et aujourd'hui, on est dans une société qui va mal. Il y a des guerres, il y a la crise économique, la crise écologique, et évidemment, ça les inquiète. Et oui, tout le monde, effectivement, en parle matin, midi et soir. Et on est les premiers fautifs, un journaliste, mais de pouvoir retranscrire ce qui se passe effectivement dans le monde. Et c'est vrai que c'est pas très heureux. Maxime Thébault, vous êtes président des Jeunes Démocrates, Pays de la Loire. Qui dit Jeunes Démocrates dit jeunes. Donc vous avez bien sûr des retours, j'imagine, de toute la jeunesse autour de vous. Bien sûr, oui. C'est pour ça qu'on a publié un rapport il y a 2 semaines sur justement la santé mentale des jeunes. Et ça part d'un constat très simple, en fait, c'est qu'il y a vraiment un déni français. Il y a vraiment une perte de repères qui est accrue et surtout les jeunes ne se sentent pas écoutés. Il y a vraiment une grande perte de symbolique et toutes les décisions qui sont prises, toutes les initiatives qui sont mises en place par les institutions publiques, elles sont quelque part déconnectées du terrain. Et c'est assez effrayant quand on voit ça. Et les jeunes sont demandeurs justement de s'exprimer sur ce sujet et de pouvoir avoir leur mot à dire au final. Parce que quand on regarde les décisions qui sont prises, il n'y a aucune consultation de la part des jeunes. S'exprimer, c'est vrai que c'est très compliqué parce que lorsqu'on est, comme vous le dites, soit en dépression ou en déprime, dans un moment assez difficile, c'est extrêmement difficile de parler, notamment quand on ne se sent pas écouté. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi de votre côté, Chantal Jourdan, quand vous parlez de cette situation de la santé mentale des jeunes ? Alors, très prochainement, l'UNICEF sortira un rapport par rapport à une consultation qui est en train de se faire, sans qu'on ait les données complètes. Il y a cette question de l'isolement, du sentiment d'isolement qui est vraiment très important. Et donc là, qui signifie bien que la relation n'est pas établie. Et en effet, je crois que ça, c'est une demande très forte des jeunes, ou en tout cas, si ce n'est pas leur demande elle-même, parce qu'ils ne sont pas dans la possibilité de pouvoir faire cette demande, de par tout un environnement qui peut être difficile, il est évident que pour traiter en tout cas l'ensemble de ces troubles qui arrivent, quand on parle des addictions aux écrans, quand on parle de sentiments de dépression, etc., ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'humain. Je dirais, vraiment qu'il y ait de l'humain pour pouvoir d'abord, établir une relation et ensuite, évidemment, accueillir une parole, la faire émerger, la faire exprimer, etc. Le Monde a publié une tribune. Il est inscrit que 62% des jeunes de 18-24 ans se sentent régulièrement seuls. C'est une étude de l'IFOP qui a été publiée en janvier 2024. Il y avait une étude aussi de la Fondation Jean Jaurès qui prouvait effectivement des chiffres extrêmement dramatiques, qui déclarait que plus de la moitié des Français déclarent se sentir seuls. Cette proportion culmine à 71% chez les 18-24 ans. Comment on peut imaginer qu'à un moment justement où on se socialise, où on sort, où on fait la fête, alors c'est un cliché chez les jeunes, mais ou au contraire, on travaille pour justement se créer, aller vers une voie effectivement professionnelle, on puisse se sentir à ce point seul. Erika Seydoux. Non, mais c'est les raisons que j'évoquais avant. Déjà, c'est la période des grands bouleversements. Donc, c'est des bouleversements physiques, hormonaux, psychologiques. C'est une période qui est difficile à vivre. Donc, on peut
peut-être paraître pas seul, parce qu'on a des amis, on a sa famille, mais c'est un ressenti qui est décrit là. Et moi, ce que je trouve qui est important aussi de souligner, c'est que même quand justement on ressent le besoin d'en parler à quelqu'un, c'est qu'aujourd'hui les jeunes ne savent pas vers qui se tourner. Donc ils n'osent pas forcément en parler. Et même les familles, nous ce qu'on voit chez I Am Strong, c'est que les parents ne savent pas du tout aller. Parfois il y a des temps d'attente qui ne sont pas possibles en France, jusqu'à 6 mois pour aller chez un spécialiste ou dans un centre spécialisé, donc des temps d'attente qui sont très longs, une aide qui est principalement située dans les grandes villes comme Paris, et donc du coup une errance parentale. Et donc c'est là-dessus qu'il faut vraiment agir, et où je pense que du coup des solutions digitales peuvent aussi vraiment aider pour faire en sorte que les jeunes, où qu'ils vivent, ne se sentent pas seuls et puissent bénéficier d'un accompagnement. Oui, c'est le bon côté des écrans, justement. Vous pointiez les écrans il y a quelques minutes, mais il y a effectivement le bon côté des écrans, c'est le numérique et c'est le digital. Et c'est ce que vous avez créé avec I Am Strong, en proposant des séances avec tout un tas de soignants. Alors, donc, ça peut être à la fois des psychologues, des psychanalystes. Et des coachs. Ah, des coachs, d'accord. Pour justement essayer d'avoir un lien, de pouvoir parler, de pouvoir. Mais le problème, c'est que, alors c'est formidable, j'entends bien, mais c'est de faire la démarche déjà. Comment un jeune fait la démarche d'aller vers vous? Donc nous, ce qu'on observe, c'est que c'est beaucoup les parents. Donc par l'observation, je pense, de leur enfant aussi, des signaux, de certains signaux faibles. Donc on a souvent des parents qui nous appellent, qui prennent rendez-vous avec nous, et ensuite qui embarquent, et nous aussi on embarque le jeune dans l'aventure. Et finalement, ils font leur première séance, et ils sont plutôt séduits. Donc effectivement, le premier pas, en fait, j'ai envie de dire, c'est qu'on a besoin de mise en lumière de ces solutions. Aujourd'hui, en France, il y a moins d'un jeune sur 2 qui se sent bien informé sur les sujets de santé mentale. Ils ne savent pas forcément que ces solutions digitales existent. Ils connaissent pas forcément. Ils connaissent que c'est un psychologue. Ça peut effrayer certains, parce que c'est assez stigmatisant. Ils ne connaissent pas du tout l'approche coaching, par exemple. Donc voilà, donc il y a vraiment un devoir aussi de parler de ces sujets-là. En France, on est assez peu ouvert, selon vous, Chantal Jourdan, sur tout le plan effectivement du coaching, de la santé mentale. On est resté assez distant vis-à-vis de ça. Alors, oui, il y a sans doute une certaine distance. Il y a aussi, comme le disait Maxime vraiment peut-être un déni aussi par rapport à la question on va dire des troubles psychiques. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement comprendre. Enfin, il me semble que on prend de plus en plus conscience de cette nécessité de se préoccuper des jeunes, puisqu'on parle plus spécifiquement là des jeunes. Et ce qui est important aussi, c'est de mettre en œuvre toute une politique de prévention. Alors, comme vous me dites, il peut y avoir des enfants qui sont accompagnés par leurs parents et qui peuvent faire des démarches. Bon, ça, c'est plutôt positif. Mais on a aussi tout un ensemble d'enfants ou d'adolescents qui n'ont pas forcément cet accompagnement. Et donc, là, je pense qu'il faut travailler au niveau du milieu de vie, de leur milieu de vie, de façon à ce que les professionnels qui sont autour d'eux puissent justement repérer les malaises, etc., et pouvoir les guider vers les consultations lorsque c'est nécessaire. Vous êtes membre du groupe Santé Mentale à l'Assemblée, justement. Lorsque vous nous dites qu'effectivement, il y a un déni français, c'est donc qu'il y a un déni... Pas que français, mais en tout cas, il existe chez nous. France, il existe chez nous. C'est ce que vous dites, c'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire que ça veut dire que les politiques ne suivent pas aussi. Comment vous allez faire pour pouvoir bousculer les choses et faire en sorte qu'enfin, il y ait une vraie politique pour la protection de l'enfance, la protection de la jeunesse, pour qu'enfin cette jeunesse puisse se sentir mieux et puisse avancer? Parce que c'est aussi un coût financier, ces séances de psy, séances de coaching. Alors, ce déni, il se remarque d'abord par le fait qu'on maltraite aussi les formations, notamment par exemple en pédopsychiatrie, on a vraiment très très peu aujourd'hui de gens qui se forment en pédopsychiatrie. Le peu de reconnaissance aussi des professionnels qui interviennent dans le domaine de la santé mentale, je pense particulièrement aux psychologues. Et voilà, je pense qu'il faut effectivement qu'on puisse remettre à l'honneur en tout cas toutes ces professions. Et puis aussi, je dirais que la santé mentale, ça n'appartient pas que aux pédopsychiatres ou aux psychologues, ça appartient à tout le monde. Et ce qui est important aussi, c'est de déstigmatiser ce que peut être le trouble psychique et de considérer que la bonne santé psychique fait partie de tout un ensemble, tout simplement des éléments de bonne santé, de bien-être et de confort nécessaires à la vie de chacun. Maxime Thébault, vous parliez du rapport que vous avez publié qui était extrêmement dense, que j'ai évidemment lu. Par où commencer ce chantier de la santé mentale qui est absolument gigantesque?
Je dirais, pour commencer, je dirais qu'il faudrait déjà arrêter les états des lieux perpétuels. Je m'étais entretenu avec la chef du service addictologie du CHU d'Angers. Et en fait, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'on est constamment dans des états des lieux, mais sans action. On refait un point sur la situation à chaque fois, sans agir concrètement. Donc déjà, ça commencerait par là. Ensuite, je dirais qu'il faut vraiment déstigmatiser la santé mentale. Quand un jeune va mal, par exemple un collégien ou un lycéen, la première chose qu'il va vouloir faire, c'est par exemple en parler à ses professeurs. Aujourd'hui, les professeurs demeurent muets. C'est quelque chose qu'on observe vraiment. Ils sont démunis, donc il faut aussi guider. Je pense qu'il faut vraiment travailler sur le triptyque parents, professeurs et le jeune, avec des professionnels de santé, et également l'aide des réseaux sociaux, si possible, l'aide des outils numériques. Il y a un apprentissage de l'utilisation des réseaux sociaux qui est à faire. Il va falloir mener des campagnes de déstigmatisation et de sensibilisation régulières. Il faut que ce soit martelé dans les esprits. Donc ça peut être par exemple des interventions par des professionnels de santé et des experts de la santé mentale chaque année du collège au lycée, à la fin du lycée. Et je pense que ça commence déjà par là. Ce serait une très bonne première étape. Mais on voit même des enfants en primaire qui ne vont pas bien, des enfants qui sont déstabilisés effectivement par les images qu'ils voient. Et alors c'est pas forcément de la faute des parents, mais je veux dire, il y a la télévision qui est en fond à la maison. Il y a ces nouvelles dont on parle insidieusement, mais voilà, ils l'entendent. Ces enfants qui sont dans une angoisse parce que aussi les parents sont angoissés. Enfin, je veux dire, c'est quand même, on va pas faire de dramaturgie, mais enfin c'est quand même une société qui est pas simple à vivre aujourd'hui. Donc on voit aussi cette hausse, et on l'a dit dès le départ, des psychotropes. Plus de 60% de jeunes sont sous antidépresseurs, 60% de plus, enfin, c'est dantesque, 38% sous antipsychotiques. On a l'impression qu'on prescrit plus parce qu'on diagnostique plus, ou on prescrit plus parce que vraiment on ne sait plus comment faire. Alors, je crois que sur la question de la prescription des médicaments, il faut vraiment aussi qu'on analyse cet élément-là. Oui. On a de moins en moins de psychothérapeutes, de psychologues qui travaillent dans les centres médico-psychologiques, par exemple. Et du coup, la facilité, c'est d'aller vers le prescripteur. Et lui, le prescripteur, a aussi des demandes très, très importantes et ne prend peut-être pas assez le temps de regarder comment pourraient être abordées les choses autrement. Alors, je ne dis pas que... Parce que c'est quand même... Attention, la médication chez l'enfant, c'est quand même très problématique. Ça doit quand même être mûrement réfléchi. Et donc, il y a le Haut Conseil pour la famille qui a fait un rapport l'année dernière, et qui fait donc ce constat d'une hausse vertigineuse donc des prescriptions de psychotropes, etc. Oui. Et les conclusions sont celles-ci, c'est que voilà, avant de penser à la médication, on doit d'abord penser à la psychothérapie. Mais ce que je veux dire, c'est que ça implique donc que, pardon, mais je veux bien comprendre, ça implique donc que les médecins prescrivent trop parce qu'ils ne savent, ils n'arrivent plus à gérer, c'est ce que vous nous dites ? Alors, il y a peut-être effectivement beaucoup de consultations qui arrivent. Ce sont des hypothèses. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que, par exemple, dans un centre médico-psychologique, si on n'a pas une équipe pluridisciplinaire, eh bien, c'est du coup la réponse médicamenteuse qui va arriver en premier lieu, alors qu'elle ne doit pas arriver en premier lieu. Parce qu'il y a plusieurs stades, évidemment, on le sait. C'est que je pense qu'il y a aussi une prise en charge qui est trop tardive. Donc ça, c'est que là, c'est vraiment défensif. Il faut pouvoir agir avant que les gros problèmes s'installent. Et donc, moi, je pense justement dans les mesures, on en parlait, qui sont importantes, c'est qu'il y ait une meilleure prise en charge, un meilleur remboursement de la santé mentale, au même titre que la santé physique, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et ça éviterait aussi des situations d'arriver quand c'est, entre guillemets, un peu trop tard. Heureusement, c'est jamais trop tard. Mais voilà, en fait, c'est que du coup, on attend un petit peu vraiment des situations dramatiques pour agir, alors qu'on peut véritablement agir beaucoup plus tôt. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait tous les jours chez I Am Strong, et on voit vraiment en peu de temps, en 8 séances, sur des problématiques telles que de manque de confiance, de début de phobie scolaire, qu'on arrive vraiment à avoir une efficacité avec un suivi en 2-3 mois, avec des jeunes qui retournent à l'école. Encore faut-il avoir les moyens, parce que c'est pour ça. Je ne absolument pas les prix, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent absolument pas à se loger, ni à s'alimenter comme il le faut, et encore moins à penser à leur santé. Alors, santé mentale, n'en parlons même pas. Comment ils vont
vont aller jusqu'à avoir un budget pour justement soigner leur psyché. Non, c'est un vrai sujet. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des pouvoirs publics là-dessus et de cette politique et d'avoir un meilleur remboursement. Aujourd'hui, il y a même certaines mutuelles qui remboursent des séances d'ostéopathie et on n'est pas remboursé d'une séance de psychologue pour son adolescent. C'est la réaction en tout cas, c'est une idée que vous avez aussi, Maxime Thébault, par rapport aux jeunes qui sont dans les Pays de la Loire et que vous avez évidemment rencontrés. C'est-à-dire que c'est une des premières mesures aussi qu'il faudrait peut-être penser, à laquelle il faudrait penser. Oui, alors ce serait vraiment de mettre en place que la région, que les institutions publiques investissent. Il y a des professionnels de santé qui sont volontaires aujourd'hui pour agir, pour mener des actions concrètes, des comités de pilotage, mais la région, le département n'ont pas de moyens financiers. On observe par exemple une diminution des lits et des places en psychiatrie infanto-juvénile en Loire-Atlantique, donc moins 7%, ce qui est quand même scandaleux quand on voit l'augmentation drastique des cas de suicide et des problèmes de santé mentale chez les jeunes. On se doute bien que ce n'est pas le vœu ni des médecins, ni des psychiatres, ni des pédopsychiatres. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'autant les jeunes en ont besoin, les familles aussi. Les médecins sont tous là, a priori, en tout cas dans la globalité, pour justement être au plus présent de ces jeunes. Et pour autant, il y a une vraie demande. Comment on l'explique, Maxime Thébault ? Je dirais que c'est vraiment la déconnexion. Il y a une incompréhension entre les générations, de la part de l'État aussi. Il y a vraiment, oui, un manque de moyens financiers, un manque de connexion et un manque de discussion, de dialogue. C'est une revalorisation aussi peut-être de tous les personnels qui s'occupent de santé mentale pour les jeunes à laquelle il faudrait penser, non ? Bien sûr, par exemple, si on prend les infirmiers scolaires, oui. Ce serait primordial. Aujourd'hui, il y a un manque crucial d'infirmiers scolaires. Et parce que c'est un métier qui est sous-payé, si je peux dire. Si par exemple on mettait ne serait-ce qu'un infirmier dans les collèges, lycées publics et privés de la région, des départements, ça changerait beaucoup de choses, avec une revalorisation salariale. On avait pensé également à la création d'un poste d'enseignant référent santé mentale. Oui, ça fait partie des travaux parlementaires qui pourraient arriver assez vite. Alors, tout à fait. Alors, il se trouve que j'ai travaillé avec mon collègue Joël Averagné sur 10 mesures d'urgence pour la santé mentale. Et donc, cette question de la prévention est très présente. Ça fait partie des premières choses que l'on énonce. Et en disant qu'il faut effectivement renforcer, comme je disais tout au départ, la présence humaine. Alors, et quand je parlais de l'école, c'est important qu'à l'école, on ait des enseignants, bien sûr, mais qu'on ait aussi des infirmiers, des infirmières, des assistants sociaux, des psychologues, etc. Enfin, un personnel périphérique qui soit donc à côté des enseignants et qui travaille aussi avec eux pour repérer effectivement les enfants donc en souffrance et pouvoir apporter des réponses. Et vous posez la question des politiques publiques. La psychiatrie est vraiment le parent pauvre de la santé en général. Donc, il faut effectivement remettre les moyens donc, dans la psychiatrie et la pédopsychiatrie et le parent pauvre de la psychiatrie. Alors, vous voyez, je pense que là, vraiment, on a des gros efforts à faire en ce sens-là. En plus, il s'agit donc de la jeunesse. C'est extrêmement important de pouvoir repérer ce que sont les symptômes de souffrance et de les traiter le plus jeune possible. Je rejoins ce que vous disiez. La question, effectivement, de l'intervention précoce est extrêmement importante. Mais on se dit tout ça à l'heure où Michel Barnier nous parle de restrictions budgétaires, à l'heure où on coupe les budgets. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui va se passer ? On se dit quoi ? Toujours que l'éducation, ça y est, va être sanctuarisé, ce fameux budget, ou qu'il y aura peut-être un peu plus d'argent. Mais pour autant, on le voit bien, si on prend le problème de la violence, de la pédocriminalité, de la protection de l'enfance, de l'aide sociale à l'enfance, des enseignants qui sont trop peu payés, des infirmiers manquants, de la pédopsychiatrie qui ne va pas, qui est le parent pauvre de la psychiatrie, qui est même le parent pauvre de la médecine. Je veux dire, à quel moment vous pouvez avoir un levier d'action sur cette situation qui est absolument dramatique pour les jeunes? Alors, vous avez tout à fait raison. Nous, on estime qu'il y a des choix qui sont absolument à faire, surtout ces choix concernant donc la jeunesse, et que là, les investissements doivent être très forts vis-à-vis donc de la jeunesse. Voilà, ça fait partie des choses que l'on demande. Le Premier ministre semble sensible à la question de la santé mentale, puisqu'il a décidé de faire de l'année 2025, grande cause sa priorité de la santé mentale. Oui. Nous, on va lui rappeler
on a des propositions qui sont sur la table. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que si on met des financements sur la prévention, on évite évidemment des frais ultérieurement. Et ça, c'est aussi c'est une dimension à prendre en compte. Voilà, alors, il y a des choix à faire dans ce budget. Il y a des choix à faire. Et les questions de santé, même de santé en général, sont absolument prioritaires. Maxime Thébault, vous ferez partie aussi de ces discussions-là ? J'espère. Après, si je peux me permettre un point, ce qui me semble très important, c'est qu'on concentre beaucoup aujourd'hui la question au niveau national. Pourtant, chaque territoire a vraiment ses particularités propres, ses enjeux, ses différences. Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui aussi d'impliquer les régions, les mairies, les départements, les communautés de communes dans ces discussions. Bien sûr, ça on imagine. Alors, bien sûr, je rebondis un petit peu sur ce que vous dites. On a des dispositifs qui permettent de travailler le lien. Ce sont les projets territoriaux de santé mentale. Et là, toute la place est faite aux collectivités, à la société civile, aux associations, etc. Alors là, ça ne coûte pas forcément de l'argent. Par contre, c'est vraiment avoir un nouveau regard sur ce que sont les troubles psychiques, tout simplement. Et ne pas oublier les solutions numériques. De volonté, je pense. Et c'est très important aussi de travailler à la déstigmatisation, évidemment, du trouble psychique. Merci. Tout le monde dans sa vie peut avoir un trouble qui arrive, à un moment ou à un autre, et c'est extrêmement important de l'accueillir et évidemment d'évoluer avec cette situation-là. Merci beaucoup. Merci Chantal Jourdan, députée PS de l'Orne. Merci également Erika Seydoux, qui vous êtes cofondatrice de I Am Strong, donc cette plateforme qui s'appelle I Am Strong, et Maxime Thébault, président des Jeunes démocrates des Pays de la Loire. Merci à vous trois d'être venus sur le plateau du Grand JT. On va marquer une courte pause et on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Éléonore Coste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice de cette bande dessinée absolument géniale, Pauvre Meuf, parue aux éditions Delcourt. On aurait pu lire d'ailleurs Pauvre Meuf. Je me suis dit, tiens, pourquoi elle n'a pas fait la contraction ? Finalement, la contraction. Au pluriel, vous voulez dire ? Ouais, cette espèce de pauvre avec un accent circonflexe, comme un dédain lancé, qu'on retrouve très fréquemment illustré dans cette bande dessinée. Alors, c'est une bande dessinée autobiographique. Vous avez besoin de, j'imagine, raconter votre histoire pour vous libérer d'un poids, mais aussi tout simplement pour sensibiliser la société au regard des hommes, qu'ont les hommes vis-à-vis des femmes, pardon. Sensibiliser surtout les jeunes filles d'aujourd'hui. C'est une BD qui parle aussi d'une autre époque. Parce que, tous ces faits sont plutôt datés des années tout début 2000, etc., quand j'étais bien plus jeune. Mais le fait est que j'ai entendu des histoires quand même d'aujourd'hui, de jeunes filles d'aujourd'hui qui m'ont interpellée. Je me suis dit que ça peut être chouette si des jeunes filles ou des femmes de mon âge peuvent se reconnaître et se dire c'est pas de ma faute, voilà. C'est pas de ma faute, exactement. Ça commence par une mini bande dessinée, puis vraiment, on voit le titre ensuite, Pauvre Meuf qui arrive. Une mini bande dessinée qui est sans dialogue, qui n'est pas dialoguée, mais sur finalement une vaisselle que l'on voit traîner. Alors la force d'une bande dessinée, c'est évidemment à la fois les textes et l'illustration, et donc on peut interpréter de 1000 façons en fonction de ce que l'on voit, de ce que l'on lit, de ce que l'on ressent. Comment l'interpréter, cette vaisselle écrite à l'envers, cette casserole suspendue comme ça dans les premières pages? C'est une boucle en fait, donc c'est vraiment une introduction qui vient se clôturer à la fin de l'album. C'est le moment où elle déménage, où elle rencontre enfin quelqu'un et voilà. Pour savoir pourquoi il y a cette casserole, il faut aller à la fin de l'album, mais je vais pas le dévoiler parce que ce serait raconter la fin de l'histoire. On ne dévoile pas, mais quand même que 2-3 passages très forts. Un des premiers justement qui enchaîne tout de suite sur cette fameuse moto. Vous parlez de ces rides en moto. Vous êtes initié par vos parents, votre père et votre mère qui adorent ça. Est-ce que vous en faites toujours déjà ? Non, j'ai arrêté parce que j'ai eu trop peur de mourir. Alors dans l'album, je laisse la moto parce que je veux me détacher de ce que les parents m'ont transmis. Dans la vraie vie, il y a un peu de ça, mais il y a surtout que j'ai eu un accident qui m'a fait peur et depuis je suis maman et ça a un peu rabattu les cartes en fait, je crois.
On voit donc ces rides en moto et puis vous, petite, à l'école, qui peine, en tout cas c'est ce que l'on ressent, qui peine à l'école avec ses parents et votre père dire cette phrase, peut-être qu'elle est con, Lolo. Vous aviez quel âge à l'époque, en tout cas dans la bande dessinée? Je pense que je devais avoir 8 ans. C'était une souffrance, une peur, c'était une réaction primaire finalement de votre père après l'avoir analysé aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y avait rien de... Évidemment, je ne lui en veux plus du tout et je pense qu'en effet, c'était lié à une peur parce qu'il voyait que... Il se demandait ce que j'allais devenir, parce qu'il voyait que vraiment le système scolaire n'était pas du tout pour moi. Et c'est vrai que autant aujourd'hui, on en parle beaucoup de ça, on aide beaucoup, un peu plus en tout cas, les enfants en difficulté. À l'époque, c'était dans les années 90. Voilà, il n'y avait pas du tout de solution, il n'y avait pas d'aide... Il y avait aucune possibilité en fait. Donc je pense qu'il avait très peur, ouais. C'était surtout l'idée de raconter une phrase anodine qui est sortie comme ça, comme une sorte de réflexe ou comme un mot qu'on dirait ah zut, je me suis trompée. Bon ben voilà, qu'est-ce qu'elle est peut-être con. Et on ne se rend pas compte des conséquences que ça peut avoir sur notre enfant finalement, sur l'influence sur les études, sur l'apprentissage, mais surtout sur la confiance en soi. Oui, ça parle. Cette BD, c'est vrai qu'elle parle aussi beaucoup de ça, de tout, la façon dont les parents, sans le vouloir, et je suis mère aujourd'hui à mon tour, donc je sais à quel point c'est difficile de bien faire donc c'est pour ça que je ne leur en veux pas du tout. Mais c'est vrai que l'importance des mots, on ne le dit pas suffisamment. Ça peut en effet détruire toute la confiance en un être humain, c'est sûr. Oui, et faire bifurquer, du coup, alors peut-être pas une carrière, mais en tout cas un chemin de vie, parce que finalement, à l'école, où vous auriez peut-être pu faire des études brillantes, cette phrase reste, indépendamment peut-être du souhait de votre papa, mais enfin, cette phrase reste quand même. Et donc, du coup, vous faites tout pour paraître soit un peu folle, soit un peu marrante, soit faire l'intéressante, en tout cas, avoir cette image de fille bête qui trottait dans votre tête. Tout se construit autour de cette phrase, c'est vrai, parce que s'il n'y avait pas eu cette phrase, en effet, peut-être que j'aurais eu mon bac, que j'aurais fait des études, que je serais plus partie vers des études de journalisme, par exemple. Et puis en fait, ouais, c'est vrai que du coup, comédienne, et d'ailleurs, c'est un métier que je pratique quasiment plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis vraiment scénariste, réalisatrice, autrice. Et c'est marrant, comédienne, c'est vraiment, j'ai l'impression, la voie que j'ai choisie parce que je pouvais rien faire d'autre, quoi. Oui, c'est ça, parce que vous ne pouvez rien faire d'autre. C'est ce qu'on ressent, en fait, en tout cas, tout au long de cette bande dessinée, la fameuse Lolo qui, finalement, va tracer sa vie pour plaire à la fois à son père, finalement, correspondre aux désirs de ses petits amis, des rencontres un peu ratées, quoi, malencontreuses, même dramatiques aussi, des faits, bon, je ne vais pas encore une fois spoiler, mais des faits que l'on ressent et que l'on lit tout au long de cette bande dessinée. Et autant de raisons de s'adapter constamment, de plaire toujours à l'autre, ou en tout cas d'essayer. Ouais, tout à fait. C'est notre force aussi en tant que femme, je crois, c'est en tant qu'être humain tout court, mais plus particulièrement en tant que femme, c'est la faculté qu'on a à s'adapter et à avancer et à être forte coûte que coûte parce qu'on n'a pas le choix. Vous parlez de ce métier de comédienne, il y a cette rencontre avec un producteur qui est raconté dans la bande dessinée, une rencontre qui s'avère être a priori magique, a priori une rencontre qui va changer votre destin, mais sauf que c'est un destin qui bascule pas comme prévu. Oui, c'est être au bon moment, être là, voilà, au moment où il faut. Et en effet, c'est une rencontre qui a été terrible pour moi à l'époque parce que qui a classé définitivement les hommes quand même dans une catégorie de gros pervers dégueulasses. Et oui, c'est le cliché du producteur, quoi. Moi, j'avais 17 ans, donc j'étais très jeune. Et qui m'a proposé un rendez-vous dans ses bureaux. Il s'est avéré que ses bureaux étaient en fait un spa. Et ça vient interroger tout le consentement aussi, parce qu'il n'y a pas réellement de moment où j'ai dit non. J'étais abasourdie, je faisais complètement confiance en cette rencontre. Il avait rencontré ma mère, il avait donné une carte, il existait, il produisait des gens, en plus des films que j'aimais bien. Donc oui, c'était une rencontre assez terrible. Est-ce que
que vous racontez, c'est qu'en fait, c'est justement ce côté un peu entre deux. C'est-à-dire que c'est pas, vous ne dites pas oui, mais vous ne dites pas non non plus. C'est-à-dire que vous êtes dans ce sauna, vous êtes quand même effectivement enveloppé dans je sais pas, dans ce drap, dans ce peignoir. Vous ne voulez pas effectivement rentrer dans ce jeu qui s'avère ultra pervers. Et pour autant, vous ne fuyez pas tout de suite et vous essuyez les hurlements de votre père. Mais comment t'as pu accepter, comment machin. Donc vous vous sentez coupable en fait de cette situation. Oui, complètement coupable. Et c'est après coup, on se demande pourquoi on n'a pas dit non, on se demande pourquoi on n'est pas parti en courant. J'ai mis des années avant de comprendre pourquoi. Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a le fait d'avoir 17 ans, de faire confiance à un adulte. Cette personne était un adulte pour moi référent, qui avait rencontré encore une fois ma mère. Donc, il y a ça. Il y a le fait que j'étais très fragile à l'époque, que ces gens-là viennent, c'est des gens qui ont des techniques très rodées. Et en fait, ils savent exactement qui ils vont venir chercher. Ce mec-là, il avait entendu dans la conversation que j'avais avec ma mère dans un café, il avait entendu que je prenais des antidépresseurs, des calmants. Donc, déjà, il savait qu'il était sur un terrain fragile, il savait que je serais facilement manipulable. Et ce qui a été le cas. Et voilà, contre coup, je me rends compte qu'en parlant ensuite avec plein de femmes, c'est des mecs qui utilisent toujours ce même mode de fonctionnement, en tout cas qui vont chercher des... Nous, on est des proies faciles, en tout cas en étant très jeunes, très angoissés, très peu confiance en nous, ils savent exactement vers où aller. Oui, c'est le problème de confiance qui sort évidemment beaucoup et qui est très propre à la jeunesse de manière générale, sur toutes les générations, peut-être en particulier probablement la nôtre et puis celle d'aujourd'hui. Effectivement, ce moment de décalage entre je suis capable de faire ça, je ne mérite pas cette situation et de pouvoir... En fait, ma question c'est, est-ce qu'il y a un problème d'écoute finalement des victimes ou alors tout simplement des jeunes de manière générale, parce qu'on ne sait pas forcément qu'on est victime au moment où on en parle? Oui, je pense qu'il y a un problème de culpabilité. Oui, on nous fait beaucoup culpabiliser. La société dans laquelle on vit est assez culpabilisante. On a fait quand même de grands pas et de gros progrès, parce que ne serait-ce que le mouvement MeToo, la parole qui s'est libérée, mais il reste comme... C'est quand même un petit microcosme, on n'y est pas encore, parce que moi, ces histoires-là, j'ai mis des années avant de pouvoir les raconter, ces histoires-là, tellement j'avais honte. Et voilà. Et aujourd'hui encore... quand la BD est sortie, j'avais quand même une part de moi qui avait honte. Je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que les gens vont penser et comment ça va être reçu et est-ce que ça va se retourner contre moi? Donc ça perdure en fait quand même, cette culpabilité, cette honte. Autant de scènes qu'on est nombreuses à avoir vécues, et je m'inclus dans le lot, donc ça m'a d'autant plus touchée, et c'est pour ça que je recommande vraiment ce livre, Pauvre fille. À quel moment, comment est ressentie justement cette bande dessinée par toutes les personnes qui la lisent, aussi bien les hommes que les femmes aujourd'hui, et peu importe leur âge? Et c'est très étonnant, parce que du coup, il y a un soutien dingue entre les femmes, évidemment. Je savais déjà qu'il existait, mais là, la sortie de la BD m'a encore plus convaincue qu'il était là. Donc, il y a évidemment énormément de femmes, malheureusement, qui se reconnaissent, qui ont vécu des situations similaires. Et les hommes, souvent, c'est marrant, les hommes me disent « Ah bah merci, parce que il y a des choses que je comprenais pas, et là, je comprends pourquoi on peut pas dire non parfois. » Ou je pensais pas que ça pouvait se passer comme ça, donc comme si c'était un peu éducatif pour les hommes, je crois. Oui, voilà, ils essayent de s'ouvrir, tant mieux, au moins c'est un premier pas, un peu lent certes, mais un premier pas. Ce choix d'être devenir scénariste aujourd'hui, réalisatrice, c'est une façon aussi de vous tenir justement les rênes. On sait que c'est celui qui dirige, celui qui met en scène, il y a cette inversion peut-être des rôles. Tout à fait, mais il m'a fallu des années pour arriver là, beaucoup de thérapie. Ça a marché. Ouais, de réaliser que c'était ça. Et oui, moi, en fait, j'ai envie tout à fait, de diriger, d'être la boss et c'est une façon de me faire confiance. C'est ma façon de travailler aussi. C'est ce manque de confiance, en tout cas, je crois. Merci beaucoup, Eleanor Coste. Votre bande dessinée Pauvre meuf est disponible, évidemment, édition Delcourt, si je ne me trompe pas. Voilà, qu'on peut trouver absolument partout dans toutes les bonnes librairies. Merci mille fois d'avoir été dans le Grand JT. On va tout de suite retrouver la chronique d'Adrien. Adrien,
Adrien, dans votre chronique vue sur les réseaux, vous vous êtes intéressé au phénomène Tanaland. Alors Tanaland, c'est un pays fictif réservé uniquement aux femmes. Oui, sur le papier, ça en fait rêver plus d'une, on va en parler, mais au départ, il y a un mot quand même qui donne un peu moins envie de rêver. Dans Tanaland, il y a la deuxième partie du mot qui signifie pays en anglais. Jusque-là, rien de bien compliqué, mais c'est de la première partie que tout part. Tana, c'est en fait la contraction du mot espagnol putana, prostituée en français dans le texte. La formule plus vulgaire étant proscrite sur les plateformes, l'insulte Tana s'est développée et a surtout été utilisée dans différents morceaux de rap, aussi bien en France que dans le reste du monde. Une référence musicale, mais surtout une insulte misogyne et des dérives derrière sur les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs masculins se sont mis à reprendre ce terme pour commenter et critiquer n'importe quel contenu posté par une femme, celle qui est la mieux placée pour en parler, enfin peut-être pas la mieux placée pour en parler, mais une voix qui résonne dans cette histoire, c'est l'influenceuse Polska, 1,3 million d'abonnés sur TikTok. Elle-même, elle a été victime de ces commentaires insultants. En fait, ça a commencé à sortir ce mot pour tout et n'importe quoi. Par exemple, il y avait une fille, je sais pas moi, dans un TikTok, elle se maquille, Tana. Une fille qui danse, Tana. Une fille qui cuisine, Tana. Une fille qui respire, Tana. Du coup, nous les meufs, on a fait quoi? On s'est réapproprié le mot. On a commencé à faire plein de TikTok en mode on est archi contente qu'on le traite de Tana. Et en fait, le mot, c'est plus péjoratif maintenant pour nous. Voilà, Aya Nakamura, une des chanteuses francophones les plus écoutées au monde, a été annoncée par beaucoup comme la présidente de ce mouvement. Polska, qu'on vient de voir, pourrait être une potentielle première ministre. Des postes fictifs, mais une inversion du rapport de force qui est, elle, bien réel, comme l'a précisé la jeune femme. Tanaland, ce serait finalement ce pays tout rose où les femmes peuvent dire et faire ce qu'elles veulent sans se faire insulter. Donc Tana pour Putanaland, un pays donc merveilleux, on va dire ça comme ça, une présidente et même un passeport finalement, tout a été pensé. Ah oui, absolument tout, on va l'écouter. Il existe même un hymne national à Tanaland, il n'est pas officiel, lui non plus, mais la proposition est signée de la chanteuse Romy Rose. La mélodie tu la connais par cœur, si t'as sympa, faut pas jouer. Il a cru que j'allais lui donner mon cœur. Je suis trop toxique, pas ici secret. Il veut quand même mon numéro. J'élimine dessus, faut me laisser. Je vais pas craquer, j'ai trop de cardio. Si je te pars, je vais pas doucement. Je vais pas doucement, doucement. Je t'avais dit, faut pas jouer. Si je te pars, je vais pas doucement. Je vais pas doucement, doucement. Je t'avais dit, faut pas jouer. Voilà, et puis tous les dérivés sont possibles, imaginables. Est-ce que vous vous rappelez de Sami Nasseri dans Taxi, Virginie? Ah oui, bah non, pas encore, non. Non. Alors, il n'est pas intervenu sur le mouvement, pas de sortie médiatique de la part de Sami Nasseri. Mais si je vous parle de Taxi, c'est parce que la youtubeuse Anna, elle, vous embarque dans le sien. Un Tana Taxi, évidemment. Moi, je veux pas être une Tana. J'ai un mec, un chien, un fils. Je peux pas venir à Tanaland avec vous. Mais pour aller à l'aéroport et vous rendre à Tanaland, il vous faut une Tana mobile. Je me dévoue. Présentation de ma Tana mobile. Ici, j'ai un Tana volant très doux qui me permet d'être à l'aise, donc rester concentré quand je conduis. Les Tana qui puent, j'ai préparé ça pour vous. Pour les Tana qui n'ont pas eu le temps de se laver les dents, je vous ai préparé des petits chewing-gums roses. Si vous n'avez pas le temps de mettre la crème, de la petite crème rose Soleil de Janeiro et un petit baume à lèvres. Là, pour les Tana qui ont un petit creux, j'ai des donuts tout roses. Et comme vous avez vu les filles, j'ai un Tana Dog, elle est trop mignonne, trop gentille, elle vous fera plein de câlins. Au cas où vous n'avez plus de batterie, j'ai un Tana chargeur. Par contre, il faut avoir le dernier iPhone, malheureusement. En tout cas, les filles, je dépose ma candidature en tant que Tana mobile. Je sais pas si ça sert vraiment le mouvement féminin. Enfin bon, bref, donc on l'a bien compris, il y a une règle à laquelle on ne peut pas déroger. Aucun homme n'est admis à Tanaland, c'est ça? Aucun, ça sert à rien d'essayer. Pourtant, certains sont prêts à tout, on va le voir justement, même à travailler. Toute l'année, je fais des vidéos, je vous défends et tout. Je me dis, voilà, une petite semaine de vacances, offerte, tout frais payé à Tanaland, c'est pas non plus très cher payé pour le travail que je fais dans l'année. Second point, moi je suis un homme, donc j'accepte d'être sous bracelet électronique tout le temps où je suis à Tanaland. Comme je vous ai dit, on fait pas confiance aux hommes, donc j'accepte. Bien évidemment, je viendrai en vacances avec mon chien Crocro Mignon. Vous dites, ouais, mais on veut pas de ton chien. Peut-être qu'il y en a qui ont peur des chiens. Moi, je vous propose de venir avec mon chien et de faire la sécurité à Tanaland. Luffy, il y a un homme. Là, il y a un homme. Là, il est là. Oui, il y a un homme. Nous acceptons d'être les deux seuls chiens de la casse que vous tolérez.
Voilà, il a tenté, pas sûr que ça marche. Alors évidemment, tout cela fait sourire, mais derrière, il y a une véritable lutte féministe qui s'est mise en place. Le timing du mouvement fait aussi tristement écho à l'affaire des viols de Mazan et le hashtag Not All Men. Dans un climat très pesant actuellement, les femmes tentent tant bien que mal de trouver une échappatoire. Un appel a même été lancé à différentes femmes milliardaires pour acquérir une île et faire de ce rêve 100% féminin une réalité. Mais on ne va pas fuir, on va rester là, on ne fuira pas. Merci beaucoup Adrien. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. 95% des adolescents interrogés dans votre enquête se déclarent heureux. Et c'est un chiffre qui est quand même marquant parce qu'il va, je trouve, assez à l'encontre de l'idée répandue que les adolescents, ils sont de plus en plus stressés ou mal dans leur peau avec tout ce qu'on peut parler autour de l'éco-anxiété, etc. Est-ce que ça aussi, vous aussi, ça vous a surpris ? Alors oui, effectivement, ça nous a surpris. À la question, d'une manière générale, est-ce que vous vous sentez plutôt heureux dans la vie ? 95% des 11-17 ont répondu oui, ou toujours ou souvent. Donc évidemment, il ne faut pas négliger les 5% qui malheureusement sont encore trop nombreux. Malgré tout, c'est évidemment plutôt une bonne nouvelle. Je pense que ça nous surprend pour deux raisons. C'est que souvent on parle du malaise des jeunes, mais en faisant référence à des études qui sont plutôt menées auprès des 15-24, voire des 18-24. Et on sait que le moment du passage à l'âge adulte, c'est évidemment un moment souvent compliqué et depuis longtemps, d'une part. Et d'autre part, l'autre étude qui fait souvent référence, elle a été menée, c'est l'étude en classe, qui a été menée en fait en 2022, donc peu de temps après la fin du dur de la crise sanitaire. Elle a été à nouveau menée au printemps 2024, donc on va bientôt avoir ces résultats. On pourra peut-être comparer, mais effectivement, cette nouvelle, on peut que s'en réjouir. La démarche diagnostique, quand on a des familles qui viennent nous consulter, mais c'est la démarche diagnostique pour tout trouble d'ailleurs, c'est trois grandes notions. C'est l'intensité. Est-ce que c'est plus intense qu'un enfant de même âge et de même sexe ? Est-ce que c'est plus fréquent ? Pareil, toujours même tranche d'âge et de sexe. Et surtout le retentissement dans la sphère familiale, scolaire et pour des adultes, par exemple, dans la sphère sociale et professionnelle. Et ça pose une première difficulté, parce que quand on vient vous voir, vous, praticienne, j'allais dire, c'est pas compliqué. Enfin, en tout cas, vous avez des repères sur d'autres enfants du même âge, dans des situations comparables. Mais quand on est parent seul chez soi, alors certes, on va parfois à la crèche, à l'école, on a des enfants, des copains. Bon, c'est compliqué de savoir quand même. Oui, notamment la comparaison avec les autres, quoi. Alors oui, c'est compliqué. Nous, on a des outils pour ça, fort heureusement. Pour les parents, c'est encore autre chose, parce que, oui, il y a des comparaisons qui peuvent se faire avec d'autres enfants qui sont peut-être différents. Parfois, ça rassure les parents de comparer avec d'autres. Moi, j'ai déjà eu ces situations-là où ils se disent que, tiens, il n'est pas plus agité que les autres. Donc, c'est plutôt rassurant. Il peut y avoir la comparaison aussi au sein de la fratrie, selon la place de l'enfant. Donc, pour les parents, effectivement, ça peut être vraiment un casse-tête, ça peut être une source d'angoisse et du coup, de trouver des solutions et vers qui se tourner surtout. Quel risque pour nos enfants ? On sait que ce sont des êtres forcément plus vulnérables que les adultes, que les poumons sont en pleine maturation. Ça peut provoquer quel type de pathologie pour nos enfants ? Déjà, tout simplement, lorsque vous arrivez dans les périodes hivernales, que les enfants sont malades, se mettent tout simplement. Vous voyez bien les transmission des virus déjà. Virus, par exemple les retours de bronchiolite, etc. On l'a vu par exemple pendant la période de la crise sanitaire. Toutes les petites maladies, les bronchiolites, etc. avaient quasiment disparu. Et elles sont de retour. Mais c'est purement mécanique, je veux dire, les enfants sont ensemble, et c'est vrai que... Moins aéré, plus de lavage de mains, tout le monde tousse et c'est pas aéré. Voilà, déjà pour le lavage de mains, il faudra avoir du savon, ça manque toujours. Voilà, parce qu'effectivement, on nous reproche toujours de dire que les enfants jouent avec le savon, donc on le retire. Et puis après, il n'y a pas de véritable suivi au niveau des toilettes. Parce que là, effectivement, la qualité de l'air, c'est important, mais aussi le suivi de l'aspect sanitaire aux toilettes. Et pas que sanitaire, aussi sécurité, parce que les toilettes sont aujourd'hui quasiment une zone de non-droit. Et à plus long terme, ça peut impacter, ça peut impacter les performances scolaires des élèves ? Ça joue sur la concentration, bien évidemment. Puisque justement l'oxygénation des poumons est nécessaire pour pouvoir réfléchir. Il y a plus de dioxyde de carbone dans la classe et du coup, forcément, le niveau de concentration qui baisse, il y a un lien direct. Ça endort aussi un peu. Le côté étouffant. De toute façon, c'est la réaction naturelle du corps. Je veux dire, si vous avez moins la capacité d'oxygéner le cerveau,
votre attention est d'abord troublée, et dans un deuxième temps, vous commencez à avoir envie de dormir, ce qui est tout à fait logique. Quand vous manquez d'air, c'est ce qui se passe. Une autre chose qui m'a marqué en découvrant aussi ces résultats, Marie, ça concerne les aspirations professionnelles des jeunes qui sont plus souvent en fait traditionnelles que ce qu'on pourrait le croire. Les jeunes rêvent de métiers traditionnels comme médecin ou ingénieur, bien loin des clichés aussi qu'on pourrait leur attribuer, non ? Complètement. On entend beaucoup, voilà, ils veulent devenir influenceurs. C'est un peu voilà, le cliché, comme vous venez de le dire. Pas du tout. En fait, on voit que c'est des métiers effectivement assez traditionnels puisque le top 4, c'est vétérinaire, médecin, ingénieur, institutrice. Donc déjà traditionnel, d'autre part des métiers dont on a besoin, à la fois des métiers du soin, des métiers de l'ingénierie et de l'enseignement. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'ils aspirent à ce type de métier. Et c'est aussi, ce qui a pu nous surprendre, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de lycéens qui ont du mal à se décider sur leur orientation. C'est plus de la moitié, souvent dans les enquêtes. Là, c'était une question ouverte. Et ils ont tous su répondre, tous ces métiers-là, qui en plus voilà, sont des métiers très précis, plutôt traditionnels et aussi très exigeants finalement, tant dans l'exercice de leur fonction, mais aussi pour les études qu'il faut faire pour les atteindre. Alors justement, ces résultats, ils suggèrent, vous l'avez dit, que les jeunes valorisent des carrières plutôt stables, structurées aussi. À votre avis, qu'est-ce qui motive justement ces choix de carrière un peu plus traditionnels chez les adolescents ? Est-ce que c'est une influence des parents, de l'école, des médias peut-être aussi ? Alors, on peut effectivement... Alors, les professionnels de santé ont quand même été très mis en avant, très valorisés et à juste titre. Vous avez raison. Ces dernières années. Donc, peut-être que ça peut expliquer ça. Après, on se rend compte aussi que sur le temps long, en fait, les aspirations en termes de métier changent assez peu. Sur on va dire les 20 dernières années, les études qu'on a pu trouver, que ce soit, en fait, en général, c'était plutôt mené auprès d'adultes a posteriori vis-à-vis de leurs rêves d'enfants, puisqu'avant, on ne pouvait pas interroger directement les ados aussi facilement. C'est quand même relativement stable. Ce qu'on peut constater, c'est l'apparition du métier d'ingénieur. Là, ça c'est marqué, d'une part, et une diminution de ceux qui veulent être chefs d'entreprise. Ou alors, ils n'ont pas considéré que c'était un métier, je ne sais pas, dans la question ouverte. Mais en tout cas, ça n'apparaît pas et c'est surprenant par rapport aux autres études. On dit souvent, et vous y revenez, il y a, je crois, tout un chapitre ou un dessin assez amusant sur le Terrible Two, les anglo-saxons qui l'avaient appelé ça, cette période entre 2 et 3 ans où ce type de comportement est à la fois fréquent et, dites-vous, normal. Pourquoi il y a cette espèce d'explosion de... Alors, en fait, c'est vraiment, oui, il y a une phase comme ça qui arrive à un peu son apogée autour de 24 mois, qui s'étale, mais on a l'impression maintenant un peu jusqu'à 3 ans. Et en fait, c'est lié au développement cérébral. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas encore en pleine capacité de se contrôler. Ça viendra même très tardivement, puisque la régulation émotionnelle, c'est pas avant au moins 20 ans. 35 ans chez les hommes. Voilà, bref. Ça décline après, c'est pour ça. Et c'est le langage et la motricité qui vont permettre progressivement de se réguler. Donc après, on a une phase de descente. Ça se réactive à l'adolescence. À nouveau, phénomènes neurologiques, les hormones, tout ça. Et puis, normalement, après, adulte, on est censé être un peu plus régulé. Mais c'est tout à fait, tous les enfants passent plus ou moins, c'est pareil, avec plus ou moins d'intensité sur cette phase de Terrible Two du nom, en fait. Parce qu'en fait, ils sont un peu, c'est des bouleversements, ils n'y peuvent pas grand-chose, quoi. Oui, tout à fait. C'est vraiment tout à fait normal. C'est là, à ce moment-là, où les parents, effectivement, doivent faire intégrer un certain nombre de limites et de règles. Après, on a des enfants qui ont des tempéraments un peu explosifs à la base. Et pour certains parents, ça va être d'autant plus compliqué. On a quelque chose qui reste dans le temps. Aujourd'hui, quel est le moyen le plus efficace peut-être pour sensibiliser le plus grand nombre? Est-ce que c'est une campagne de communication? Vous demandez quoi concrètement à l'État au-delà des budgets, au-delà des finances, au-delà de l'argent? Déjà, on voudrait éviter d'arriver vers des drames. On a déjà eu, il n'y a pas si longtemps, une école qui avait dû être évacuée parce que les élèves avaient eu des malaises. On n'a jamais vraiment trouvé l'origine de la situation, etc. Mais vous vous doutez, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est accidentel. C'est pas qu'une question de qualité d'air. Mais forcément, vous vous doutez bien aussi qu'on découvre au fur et à mesure les impacts. Par exemple, on parle de la cigarette, on parle de plein de choses qu'on voit a posteriori. Et quelque part, le mal est fait. Donc ce qu'on voudrait, c'est effectivement avoir un principe de précaution et
effectivement avoir peut-être moins dépensé sur les uniformes pour les écoles, pour les élèves, et peut-être un peu plus pour leur santé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette édition. À la réalisation, c'est Alice Pitavi. Le son, Saïd Mamou. Le maquillage, Emma Razafin-Rambo. Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Et merci également Adrien Fontenot d'avoir été avec nous. Vous revenez vite lundi ? Exactement. On parle de liberté d'expression un peu ? Oui, effectivement. On aime bien. Une minute de silence pour Samuel Paty et Dominique Bernard. Donc on parlera de liberté d'expression à l'école. Voilà, ce sera l'occasion. Merci à tous. Très bonne soirée et à demain. Ciao.